Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de La vie est belle, une émission de bioéthique qui nous parle de la vie. On a envie dans cette émission avec vous de partager plein de questions qui touchent de près ou de loin à ce qui nous construit, à ce qui nous habite, à ce qui nous questionne. Donc voilà, une émission accessible, courte, que je co-anime avec Paul Duchesne. Paul Duchesne, vous êtes enseignant et doctorant à l'Université catholique de Lille. Et moi-même, Clément Vulvéric, je suis également enseignant doctorant à l'Université catholique de Lille. Paul Duchesne en droit de la santé et moi en médecine fétale. Bonjour à tous. Paul Duchesne, nous sommes sur un nouveau format pour cette émission, je crois. Oui, Clément Vulvéric, oui, on a tout changé cette année, mais ne vous inquiétez pas, on va s'y retrouver. On se retrouve toujours toutes les semaines sur RCF Hauts-de-France, mais désormais le lundi à 13h15. On a un nouveau concept aussi. Le premier lundi du mois, on se retrouve pour une émission longue de 25 minutes avec un invité pour aller au fond des questions de bioéthique avec le regard croisé du droit, des sciences médicales et de notre invité. Et puis après, les 3 semaines qui suivent, on se retrouve plus brièvement pour 5 minutes pour approfondir des notions qu'on aura éclaircies avec notre invité. Alors, nouvel horaire, nouvelle formule et nouveaux horizons. Bienvenue dans ce tout nouveau format de La vie est belle. La vie est belle, Clément Vulvéric, Paul Duchesne. Et nous recevons du coup aujourd'hui notre première invitée. Bonjour Anne-Guylaine Pesseran. Bonjour Anne-Guylaine. Bonjour. Vous êtes mariée, vous avez 6 enfants et vous êtes éducatrice spécialisée, coordinatrice des équipes mobiles d'appui à la scolarité de Roubaix. On aura l'occasion d'échanger dans quelques instants, juste après une rapide introduction. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le lundi 2 septembre et qu'aujourd'hui c'est la rentrée des classes. Et oui, voilà une information qui va faire la une de tous les titres de nos médias aujourd'hui. Vous allez l'entendre jusqu'à ce soir, 12 millions d'élèves font leur rentrée scolaire aujourd'hui au collège, à l'école, au lycée et parmi eux, 470 000 sont en situation de handicap. Oui, et la circulaire de rentrée du ministère de l'Éducation publiée dans le bulletin officiel du 27 juin 2024 a d'ailleurs pour titre, c'est assez intéressant, ne laisser aucun élève au bord du chemin. On vous interrogera après sur qu'est-ce que ça veut dire laisser quelqu'un au bord du chemin et je vous cite la fin de l'introduction de cette circulaire. L'ensemble des priorités fixées pour la rentrée 2024 peut, au fond, se résumer à une seule, assurer la cohésion sociale dans l'école et par l'école, pour ne laisser aucun élève sur le bord du chemin. Donc selon son bulletin qui est adressé au personnel de l'éducation par le ministère de l'Éducation, il y a 2/3 des enfants et des adolescents qui sont en situation de handicap qui bénéficient de l'aide d'un accompagnant. Le ministère de l'Éducation constate qu'il y a encore beaucoup d'efforts qui sont à mettre en œuvre pour aller vers une école qui est plus inclusive. Et c'est pourquoi, dès cette rentrée 2024, il va y avoir 4 pôles d'appui à la scolarité qui vont être créés dans 4 départements de France. Et ces pôles, en fait, sont censés apporter aux familles, à l'échelle d'un bassin de vie, une écoute, des réponses opérationnelles pour la scolarisation de leur enfant en partant de besoins pédagogiques de cet enfant, de ses besoins pédagogiques. Et donc ces pôles vont regrouper des personnels de l'éducation nationale, mais aussi des personnels du secteur médico-social, afin de faciliter l'intervention de ces derniers auprès des élèves qui ont des besoins particuliers. Alors c'est vrai qu'il y a des chiffres, donc quelques chiffres très rapides qui sont intéressants. En 2011, on comptait 210 400 enfants en situation de handicap qui étaient scolarisés en milieu ordinaire, moitié moins qu'aujourd'hui. La plupart sont scolarisés dans des unités spécialisées. L'année dernière, ils étaient 430 000. Pour autant, selon une enquête de terrain menée par l'UNAPI qui s'engage pour le vivre ensemble près d'un enfant en situation de handicap, un enfant sur 4 ne peut pas aller dans une école ordinaire. Alors là, je vais déjà me perdre un petit peu parce que vous nous parlez, Paul, d'école ordinaire. C'est quoi l'objectif au final ? Est-ce que l'objectif, c'est que tout le monde se retrouve dans le même établissement ? Ou alors qu'il faut que chacun se retrouve dans un établissement qui est adapté à ses besoins. Parce que quand on y regarde un peu de plus près, pour scolariser son enfant en situation de handicap, il faut déjà être motivé. Il y a un énorme dossier qu'il faut constituer et qui doit permettre en fait d'analyser les besoins et d'évaluer les compétences de l'élève pour élaborer un projet de scolarisation. Donc moi j'imagine là le degré de complexité pour les parents de ces enfants en situation de handicap qui doivent constituer ces dossiers et puis ensuite
la manière dont on va décider la scolarisation, est-ce qu'elle sera individuelle, est-ce qu'elle sera collective, est-ce qu'elle doit être dans des unités localisées, et j'ai vu qu'également l'autre possibilité c'était que la scolarisation se fasse dans un établissement médico-social. Pour moi le médico-social et l'éducation, ce sont deux choses deux institutions qui sont encore assez différentes. Bref, je suis très heureux qu'on vous reçoive aujourd'hui, Anne-Guylaine, parce que ce nouveau format d'émission va nous permettre d'avoir des échanges par rapport à ce qui se vit sur le terrain. Exactement, et on se retrouve après une courte respiration pour commencer à vous poser nos quelques questions. La vie est belle. RCF Hauts-de-France. Donc Anne-Guylaine, on le disait tout à l'heure, vous êtes mariée, vous avez 6 enfants et vous êtes éducatrice spécialisée. Votre mission, c'est de coordonner des équipes mobiles d'appui à la scolarité dans la ville de Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le parcours qui vous a amené à tenir ces fonctions-là aujourd'hui ? Alors l'éducation spécialisée, je suis tombée dedans très jeune par les romans de Torrey Eden, qui est une psychopédagogue qui ouvrait une dimension de l'éducation spécialisée assez différente. C'est que la personne qui accompagne va à la rencontre de la personne accompagnée et non pas demander à la personne accompagnée, donc en situation de handicap, d'intégrer un groupe avec des normes, avec un mode de fonctionnement convenu. Et ça m'avait particulièrement intéressée. Je me souvenais de cet exemple où elle essayait d'atteindre une petite fille en situation d'autisme et où elle passait de longues heures assise sous la table à côté d'elle pour pouvoir créer un lien avec cet enfant. Et ça m'avait marqué, je m'étais dit, ce métier, c'est celui que je veux faire. Et donc, tout au long de mon parcours d'éducatrice, dans les différents domaines dans lesquels j'ai exercé, c'est ce que j'ai voulu vivre. Donc, ça a pris plusieurs formes différentes. D'abord, j'ai travaillé pour une association avec des jeunes primo-arrivants asiatiques qui avait un foyer à un moment sur Asnières-sur-Seine, donc c'est les enfants du Mékong, où je pouvais accompagner ces jeunes pour intégrer une société qui leur était complètement étrangère, pour pouvoir faire des études, avoir un travail. Ensuite, eh bien, avec mon mari, nous sommes partis en mission avec Le Rocher, Oasis des Cités. Donc pendant plusieurs années, à la fois en Seine-Saint-Denis, puis à Lyon, on a voulu vivre cette dimension aussi de la rencontre de l'autre, là où il en est. Et c'est là où il y a une vraie richesse pour pouvoir découvrir la personne et qu'elle puisse nous apprendre quelque chose, c'est d'aller à sa rencontre et de laisser peut-être, au lieu d'être debout à côté de notre table, d'aller se mettre sous la table si nécessaire. Voilà, d'aller vraiment à la rencontre de la personne là où elle en est, dans son histoire, ce qu'elle a envie de raconter, ce qu'elle veut bien livrer, et puis de faire un bout de chemin avec elle, avec cet environnement-là qui nous est, avec cette porte qui nous est ouverte. Et il y a 4 ans, je suis originaire du Nord et je suis revenue dans le Nord. Et donc, j'ai eu l'opportunité de m'engager sur la ville de Roubaix. Alors, hors champ du handicap pour cette fois, mais avec des enfants à besoins particuliers. Et dans une association qui, pour le coup, milite vraiment pour l'inclusion et l'autodétermination des personnes en situation de handicap et donc leur part citoyenne, en fait. Et c'est vraiment ce qui est mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte qu'à l'école, en tant que maman, je suis concernée aussi, que l'école soit un lieu de rencontre et de vivre ensemble, qui soit vraiment fort et qui se représente dans plein de strates de la vie de l'école, en fait. Alors j'ai une question à vous poser parce que ce que vous dites me rappelle beaucoup Le Petit Prince. Tu t'assiras chaque jour un tout petit peu plus près de moi et c'est cette idée d'apprivoisement avec ses enfants. Une question qui nous vient quand même, c'est pourquoi est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait de la spécialisation au sein de l'école pour mieux accueillir ses enfants ? Est-ce qu'on ne peut pas savoir le faire sans cette spécialisation ? Alors, c'est si la bonne volonté de chacun l'est, oui, c'est possible. Ensuite, selon les spécificités du handicap ou des besoins particuliers, forcément, il va y avoir une spécialisation et des personnes qui vont avoir un petit peu plus de connaissances spécifiques du handicap ou des besoins particuliers de l'enfant. On parlait tout à l'heure de chiffres, de données du handicap en France, mais l'éclaircissement important, c'est que dans le champ du handicap, donc à la MDPH, quand on demande un dossier MDPH, ça prend également en compte des enfants ayant besoin d'un soutien de leur scolarité, avec par exemple un trouble du langage oral ou écrit. Et donc dans le champ du handicap, en fait, le panel est immense. Donc forcément, on n'accompagne pas un enfant qui immédiatement intègre une chaîne de 1000 de la même façon qu'un enfant qui est dyscalculique. Or, aujourd'hui, on connaît ces spécificités
spécificité. Au niveau des neuropédiatres, ils ont une connaissance de plus en plus poussée de ces besoins spécifiques-là. Et forcément, une personne qui sera un peu plus formée aura des outils pédagogiques, aura déjà essayé des choses et évitera à tout le monde de farfouiller, d'essayer et de tâtonner avant de réussir quelque chose. Donc forcément, cette spécialisation, elle va aider. Alors là, on parle de troubles d'apprentissage, mais ensuite, forcément, si on est sur d'autres troubles, comme le trouble du spectre autistique, comme des troubles physiques, mentaux, etc., ben forcément, toutes les spécialisations vont être intéressantes pour pouvoir éviter les tâtonnements, voire parfois certaines erreurs, qui font de toute façon un échec pour l'un ou l'autre aussi, parce que les personnes qui tâtonnent aussi peuvent se décourager, alors qu'être aidé par des spécialistes, ben, ça permet en fait quand même vraiment de s'économiser cette charge-là en fait. Est-ce que pour vous, en fait, la différence, qu'est-ce que ça représente s'il fallait définir... C'est pas que le handicap. Non. D'où viennent ces enfants? Parce que voilà, moi, comme je le dis dans l'introduction, hein, on voit qu'il y a différentes institutions. On sait que le handicap est pris en charge par... d'ailleurs, c'est même pas l'assurance maladie. Hein, c'est un peu comme le risque vieillesse. C'est la maison départementale, ouais. Voilà. C'est la maison départementale des personnes. C'est le département qui prend en charge le risque handicap, si on peut l'appeler comme ça. Ouais, voilà, le juriste va commencer à bondir, mais en tout cas, il est question quand même de catégoriser un petit peu parce qu'il faut bien le faire. Mais finalement, comment est-ce que on considère un enfant différemment en fait au niveau de l'éducation? Comment on en arrive là? Est-ce qu'il y a des angles morts aussi? Alors là, il y a plein de questions en même temps et je vais avoir du mal à répondre à toutes. Alors déjà, la différence. Pour moi, la différence, elle est riche. En fait, rien qu'à nous regarder, il y a deux hommes, il y a une femme, il y a des bruns, il y a des blonds. Quand je veux expliquer la différence à des enfants, je prends toujours l'exemple des 5 doigts d'une main. En fait, nous pourrions avoir 5 pouces, ben, ça serait très triste et puis l'articulation, elle ne serait peut-être pas très facile. Nous pourrions avoir 5 auriculaires, mais ça serait pas forcément très utile. Et en fait, si nous étions tous identiques, il y aurait une perte déjà d'articulation, mais une perte de richesse. Et si le majeur passe sa vie à regarder le pouce en disant « t'as vu comme moi je suis grande, t'es tellement ridicule », et ben en fait, on n'avance pas et le majeur ne peut plus faire son travail à lui parce qu'il perd du temps à se comparer avec l'autre. Et puis, ben, le pouce, il perd aussi de sa fonction. Et en fait, c'est vraiment cette articulation-là de se dire, bah oui, tu n'as peut-être pas le nez pareil que le mien, tu n'as peut-être pas les oreilles de la même forme que les miennes, tu viens peut-être pas du même milieu social, tu t'habilles peut-être pas de la même façon. Tout ça, ce sont plein de formes de différence. Et ensuite, en effet, tu apprends peut-être pas aussi vite que moi, ou tu apprends peut-être moins vite que moi. La lenteur peut me gêner, mais la rapidité, alors dans plusieurs de mes enfants, j'en ai un qui est extrêmement rapide, il me dérange parce qu'il m'empêche, moi, de prendre le temps de calculer alors que je sais calculer. Mais sa rapidité peut me mettre en difficulté. Mais la lenteur de mon autre enfant peut également me mettre en difficulté quand l'heure tourne et qu'on doit se dépêcher. Mais le respect du rythme et à la fois s'accorder en disant là j'ai besoin que tu anticipes pour aller un petit peu plus vite parce que sinon ça ne va pas aller et là j'ai besoin que tu me laisses un petit peu de temps pour réfléchir. Je sais que tu as la réponse mais moi j'ai envie de la trouver toute seule. Ça permet aussi de s'accorder. Et en fait c'est ça l'enjeu de l'inclusion, c'est ne pas faire de l'école un train dans lequel tout le monde doit monter. Ça s'appelle l'intégration en fait. L'intégration c'est que tout le monde soit dans le wagon. Et en fait ça a peu d'intérêt. Alors que l'inclusion, au contraire, elle va jouer sur le « je me mets à ton rythme », mais toi aussi tu fais un petit travail pour te mettre à mon rythme, pour que tout le monde puisse se mettre à un rythme qui lui convient. Et là, il y a un énorme enjeu de concept, de façon de voir les choses, de rythme aussi. Je travaille vraiment au service des enseignants. Depuis 2020 avec cette équipe mobile et je me rends compte vraiment à quel point pour les enseignants il est douloureux d'être acculé par un rythme scolaire qui est généré par j'ai un programme. Et son enjeu c'est je dois avoir terminé mon programme à la fin de l'année. Et donc, il y en a qui vont aller plus vite, mais l'enseignante suivante ne va peut-être pas être satisfaite parce qu'il sait déjà lire, alors qu'en fait, normalement, il devait juste savoir lire les lettres. Donc, c'est un peu dérangeant pour l'enseignante de l'année suivante parce qu'il va s'ennuyer, mais ceux qui sont en retard sont également dérangeants. Et tout ça, c'est un mode de fonctionnement qui nécessite aussi qu'il y ait des moyens qui soient donnés aux enseignants pour pouvoir accompagner, différencier les apprentissages, avoir des petits groupes quand c'est nécessaire, mais de permettre à chacun ne pas être différencié parce qu'il apprend différemment, mais de pouvoir dire ça c'est mon rythme. Et moi, ma richesse, c'est d'aller à ce rythme-là. Et aujourd'hui, en fait, quand on va pas au même rythme que la norme, on a tendance plutôt à être exclu que de dire c'est ma richesse, ça c'est mon rythme.
Et ça, c'est vraiment une dimension, je pense, une paire de lunettes, un filtre, puisqu'on parle des réseaux où on peut mettre des filtres. Je pense que c'est un filtre un petit peu à changer dans notre considération. Et je rencontre beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents aussi qui essayent d'adopter cette posture-là, mais il y a ce raccrochage du « bah oui, mais quand même, j'ai un programme à tenir ». Et ça, c'est douloureux pour les enseignants la plupart du temps. Donc il y a vraiment une nécessité d'adaptabilité dans l'accueil de ce qu'est l'autre, malgré ses différences, mais en fait, finalement, c'est une question de se retrouver sur un rythme commun, en fait, finalement. Alors, en tout cas, d'un rythme qui va être accordé, en effet, et commun avec... de s'accorder sur un rythme qui peut être commun. Et ensuite, d'avoir des moyens aussi. Parce qu'en fait, les enseignants, toutes seules, dans une classe avec une vingtaine d'enfants, dans le meilleur des cas, elle a besoin de pouvoir se séparer et d'avoir des aides humaines pour pouvoir apprendre à des enfants. Et puis, quand un enfant, d'un seul coup, est agressé parce qu'un camarade est venu trop près de lui et que c'est quelque chose qui est insupportable pour lui, il faut forcément qu'il y ait une personne qui puisse se mettre à l'écart, s'isoler avec cet enfant, ses enfants, voire 2 ou 3 enfants, et là forcément il y a des moyens humains. Donc les enseignants peuvent avoir parfois des bonnes volontés, beaucoup de pratiques, beaucoup d'années aussi d'adaptabilité, mais les moyens humains peuvent leur manquer, et là forcément c'est vraiment un investissement pécunier et financier qui montre qu'il y a une grande nécessité à venir supporter et soutenir les enseignants dans cette pratique, parce que de plus en plus les apprentissages ont besoin d'être différenciés. On en parlait tout à l'heure, l'État a vraiment une approche par catégorielle, donc par catégorisation des types de handicap. Je sais, j'ai un frère handicapé, c'est une horreur pour la MDPH, il y a plein de cases à remplir, plein de certificats médicaux à obtenir. Vous, quel est votre sentiment à l'école? Est-ce que vous avez le sentiment que l'État arrive à être assez flexible et plastique dans sa prise en compte du handicap? Vous le disiez tout à l'heure qu'il y a parfois un halo, ou est-ce que vous regrettez parfois une certaine rigidité? En tout cas, une gestion du nombre. Et comme la gestion du nombre est importante, la réponse, elle est de faire rentrer dans des cases. Donc forcément, c'est insatisfaisant parce que pour la plupart des parents, soit la tentative, ou bien des accompagnants, soit la tentation, elle est de cocher toutes les cases parce que sur un malentendu, comme ça, il rentrera peut-être dans la bonne. Et ce qui vient troubler vraiment l'accompagnement aussi, soit de ne pas en cocher assez et de se dire, on est passé à côté parce que si on avait coché, ça serait rentré et ça se serait passé. Donc, j'ai pas de réponse. Forcément, un dossier MDPH, c'est extrêmement long. On sait aussi que c'est parfois une porte de secours pour avoir une aide humaine dans une classe, et que parfois l'enfant, il a rien à faire dans la MDPH en réalité, parce que son accompagnement, il est éducatif, il n'est pas forcément spécialisé. Et là, c'est vrai qu'on arrive sur... Alors moi, c'est vraiment ce que je vis. Notre accompagnement au sein des équipes mobiles de Roubaix, elle joue également un grand usage de pouvoir éviter des notifications MDPH à des enfants qui ont besoin d'un accompagnement éducatif ponctuel sur quelques mois. Et en effet, on a évité que le dossier ne soit monté. Et ça a évité d'engorger ces commissions MDPH. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça évite aussi tout un coût à la société de venir apporter une aide avec une AVS, une AESH pour soutenir cet enfant qui finalement, ponctuellement, l'aide éducative d'un éducateur spécialisé sur quelque temps a permis en fait à cet enfant de retrouver le rythme de l'école sereinement. On se rend compte une nouvelle fois de toute la complexité que ça représente. S'il fallait identifier un principal frein à l'école inclusive, ou en tout cas au développement de l'inclusion à l'école, vous parleriez de quoi, par exemple? Le principal frein, je pense que il est derrière nous, c'est qu'on a pris des habitudes de l'exclusion. On s'est installé dans une nécessité pendant des années que le meilleur moyen d'accompagner une personne en situation de handicap, c'était qu'il ait des moyens spécifiques pour lui et qu'il soit en institution. Et qu'en fait, ça, on doit ramer à contre-courant maintenant, on doit revenir en arrière et se dire, mais non, en fait, je prends toujours l'exemple, j'habitais dans un petit village il y a quelques années, et il y avait une personne en situation de handicap qui habitait en haut de notre rue, au rez-de-chaussée, qui passait une partie de sa journée à regarder les gens, qui connaissait tout le monde dans le village, et le primeur lui demandait d'aller porter des caisses de légumes à telle personne âgée qui ne pouvait plus sortir, à telle dame qui s'était cassé la jambe. Et il avait complètement un rôle dans la société, dans cette micro-société qui était le village.
Et ça ne posait de problème à personne. Or ça, nous, on l'a perdu. Déjà, les villes se sont agrandies, mais en plus, à force d'envoyer en institution des personnes, elles n'ont plus eu de rôle social. Et cette citoyenneté qui est essentielle à tout le monde, elle peut être utile également pour des personnes en situation de handicap. Et c'est extrêmement long de revenir en arrière et de revenir sur ce rythme qui a été pris d'exclure les personnes. C'est quelque chose qui est du coup dangereux pour nous, personnes neurotypiques, personnes sans fauteuil roulant, etc. Parce que nous créons nous-mêmes l'exclusion. En ne connaissant plus la différence, en ne connaissant plus le handicap, c'est quelque chose qui nous fait peur. Or, les personnes qui sont le plus à même de pouvoir vivre sereinement le contact avec le handicap sont des personnes qui l'ont connu. Soit parce qu'il y avait un oncle qui était trisomique, et j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'a dit en fait, je me suis rendu compte à 25 ans que mon oncle était trisomique, mais c'était celui qui se mettait toujours à quatre pattes et qui jouait avec nous. C'était le meilleur de tous les oncles. Simplement, voilà, quand on ne prend plus, on crée de la peur là où on n'accepte plus la différence. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important sur le vivre ensemble et revenir en arrière. Et c'est un des freins. En tout cas, avoir l'impression de ramer à contre-courant, c'est quelque chose qu'on connaît bien en bioéthique, parce que c'est la relecture du passé et l'analyse de ce qu'on vit aujourd'hui qui nous permet d'avancer. Je propose qu'on fasse une très courte pause avant de synthétiser tout cela. La vie est belle, l'émission bioéthique qui éclaire la vie. Donc on a essayé d'articuler, grâce à vous Anne-Guylaine, ces notions de handicap, de situation de handicap, la manière dont l'éducation doit se rendre en fait accessible, adaptable, doit venir accueillir en fait tous les enfants finalement. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Hein. C'est cette notion d'inclusion plus que d'intégration à tout prix. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant si on reprend un peu les notions qu'on a pu aborder lors de la saison précédente en bioéthique. On a beaucoup parlé de société, on a beaucoup parlé de cette capacité qu'on doit se donner de s'arrêter régulièrement pour regarder autour de nous, relire l'histoire, là en l'occurrence de l'éducation et puis de la manière dont on a été habité par cette notion de l'inclusion. Et je pense que particulièrement aujourd'hui, en ce jour de rentrée, voilà, ce temps que vous nous avez permis d'avoir de contemplation de l'existant est hyper nourrissant parce que finalement, il ne suffit pas juste de lire les articles ou d'entendre les médias pour se rendre compte que sur le terrain, il se passe des choses qui sont pas toujours racontées. Et là, pour le coup, je lis dans ce que vous nous avez partagé une notion d'engagement qui est vraiment très très belle, qui est très inspirante aussi. Je sais pas, Paul, si vous aviez des réactions. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la notion de responsabilité et ce concept, en fait, que le handicap, on le porte tous ensemble, que la différence n'est pas que le handicap et que c'est l'affaire de tous, tout le temps, et qu'il faut pas le spécialiser ou le mettre dans des lieux ou dans des cases, mais vraiment vivre avec ce handicap. Et je trouve que c'est une belle réponse aussi à apporter à beaucoup de problèmes de bioéthique et beaucoup de problèmes sociaux. C'est vivre ensemble plutôt que de traiter un sujet et un problème quelque part. Et finalement, une dernière question que j'aimerais vous poser, mais on est en train de conclure, si il fallait qu'on retienne quelque chose de ce que on raterait si on n'était pas confronté à la différence. Si on était tous pareils, si on reprend les quatre doigts de la main, mais c'est juste pour conclure cette émission avec cette phrase du ministère de l'Éducation, ne laisser personne sur le bord du chemin. À côté de quoi on passe si on n'est pas confronté à la différence quand on grandit ? On passe à côté de l'immense panel des possibles. Et en fait, il n'y a qu'à regarder on admire un Léon Marchand qui a des talents extraordinaires, mais j'avoue que quand je vois quelqu'un qui a été amputé d'une jambe et qui court plusieurs centaines de mètres ou des kilomètres, ce que moi je suis incapable de faire, il suscite une admiration. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est l'enjeu, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et dans sa différence de pouvoir se dire c'est génial, j'ai découvert ça, et ça je ne le savais pas avant de le rencontrer. Et je pense que c'est le cas quand on est à la caisse avec la personne qui attend derrière nous, c'est le cas avec la caissière, mais c'est le cas avec n'importe quel enfant, n'importe quelle personne qui vient d'une autre culture, et c'est également le cas de personnes qui sont en fauteuil roulant, qui vivent les choses différemment de nous, ou le prisme d'un apprentissage différent, et c'est forcément cette richesse-là à côté de laquelle on passe si on ne va pas à l'avant de la différence.
Merci Anne-Guylaine de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci Anne-Guylaine, à la semaine prochaine dans La vie est belle, et vous avez fait de la pub pour les Jeux paralympiques qui commencent demain le 28 août jusqu'au 8 septembre 2024, donc l'occasion de voir cette différence à l'œuvre et de voir comme elle est belle et comme elle rapporte de l'or. À la semaine prochaine et très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir Anne-Guylaine.